Voilà. Donc voilà ce que nous enseignait la Braïta. On nous parlait d'un cas par ricochet, au niveau des dettes d'une personne. C'est-à-dire, quelqu'un qui avait l'obligation de rembourser une dette, un dommage, et la ketouba de son épouse. Mais le truc, c'est que, avant de rembourser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu les terrains. Il a vendu les terrains avec lesquels, normalement, il était censé rembourser. Et la Braïta nous disait la chose suivante. On avait 2 cas de figure. Premier cas de figure, c'était de dire, tout dépend à qui je l'ai vendu. Si je l'ai vendu à une seule personne, et que cette personne a acheté les 3 terrains en question, le bon terrain, le terrain moyen et le terrain mauvais, alors cette personne me remplace. C'est-à-dire qu'il y a une hypothèque qui va avoir lieu sur les 3 terrains, et donc on va faire une saisie sur les terrains. Même s'ils ne sont plus à moi, aujourd'hui je les ai vendus, on ira chez l'acquéreur, et on va lui dire, mais monsieur, c'est vous qui devez rembourser les dettes de celui qui a vendu les terrains. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez acheté les terrains en question, vous auriez dû vérifier qu'il n'y ait pas une hypothèque sur ces terrains. Si vous n'avez pas vérifié, c'est de votre responsabilité. Et donc, si jamais il y a des dettes à rembourser, c'est vous qui devez rembourser les 3 personnes en question. Donc les dommages, la dette et la ketouba de la femme. La Braïta nous disait que je l'ai vendu à une personne à qui j'ai vendu les 3 terrains. Si j'ai vendu à une personne... Je l'ai vu. Pas de lumière. Si j'ai vendu à une personne les 3 terrains, ou bien... Merci. Ou bien, si j'ai vendu à 3 personnes différentes les 3 terrains, mais le même jour, alors on ira chercher, c'est celui qui a acheté la bonne terre pour rembourser le dommage, la terre moyenne remboursera la dette, et celui qui a acheté la mauvaise terre remboursera la ketouba de la femme. Oui. Concrètement, ça veut dire qu'ils remplacent, ces 3-là remplacent le propriétaire initial. D'accord? Et donc on puisera chacun avec la terre nécessaire. Ça, c'est la première partie de la Braïta. La deuxième partie de la Braïta nous disait que si on a vendu les 3 qualités de terre à 3 personnes différentes, mais à 3 jours différents, pas le même jour, alors là, la halakha est complètement différente. Pourquoi? On a dit qu'il y a un grand principe dans les hypothèques en question. Quel est le principe? C'est que le premier qui vient acheter le premier jour, il va acheter la bonne terre, disons. Lui, il sera protégé et en aucun cas on ira puiser chez lui pour rembourser quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que lui nous dira, mais pourquoi tu viens rembourser chez moi? Quand moi j'ai acheté ma bonne terre, j'ai vérifié chez le propriétaire en question. Il avait encore des terrains de qualité moyenne et de qualité mauvaise pour rembourser ses dettes. Donc moi, quand j'ai acheté, il n'y a pas d'hypothèque sur mon terrain parce qu'il y avait encore de l'espace chez le propriétaire pour le remboursement de ses dettes. Donc ne venez pas me voir à moi. On va aller voir le second. Et lui, il va dire exactement la même chose. Pourquoi vous venez chez moi? Quand j'ai acheté la terre de qualité moyenne, j'ai vu qu'il avait encore de la terre de mauvaise qualité. Et donc il avait encore de la place pour rembourser. S'il avait des dettes, il y avait encore de la place pour rembourser. Par contre, le troisième n'aura aucun argument à avancer. Parce que lui, le troisième, il ne pourra pas dire qu'il y avait encore des terrains chez le propriétaire, il n'y avait plus rien. Lui, le troisième, il a acheté les derniers terrains qui étaient chez le propriétaire. Donc, il a la responsabilité d'avoir pris les dernières terres. Donc, c'est lui qui aura la responsabilité de rembourser les dettes en question. Si jamais il n'a pas assez pour rembourser, on ira prendre chez le deuxième. Si jamais le deuxième n'a pas encore assez pour rembourser, alors on puisera chez le premier qui a acheté. Moi j'ai une objection. Oui. Si c'est un ézec, oui, l'ézec, la bonne terre. C'est la bonne terre. Que la première achetait de la bonne terre. Oui. La personne avait de la bonne terre quand même. C'est-à-dire que tu lui dis,
J'ai vu qu'il restait de la moyenne et de la mauvaise, mais la bonne, je l'ai pris quand même. Exactement. La question est très pertinente. Les Mefarshim la posent. Et ils nous disent que malgré tout, bien que normalement le Nézek, tu dois être remboursé avec la bonne terre. Et la bonne terre, c'est toi qui l'as achetée. Oui. D'accord ? Eh bien, tous les Mefarshim, il n'y a vraiment pas de marloquette sur ça, disent que le principe, c'est celui-là. C'est-à-dire que même le Nézek se fera rembourser avec la mauvaise terre. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que au moment où lui il a acheté la bonne terre, ok, et que lui a acheté la terre de qualité moyenne, la dernière qui est restée, c'était une qualité de mauvaise qualité, c'est sûr. Mais comme c'était la seule qui est restée au propriétaire, aux yeux du propriétaire, c'est sa bonne terre. Oui, ce qu'on a déjà dit. Exactement, ce qu'on a déjà dit. C'est-à-dire que le Nézek se fera rembourser avec la bonne terre qui lui restait. Alors, il s'avère qu'elle était mauvaise par rapport à ce qu'il avait avant. Mais par rapport au jour du remboursement, c'était la bonne qui lui restait. Mais là, le raisonnement vaut aussi pour le troisième qui a acheté. C'est-à-dire, Le troisième qui a acheté. oui, lui il a acheté la mauvaise. Il peut valoir, il peut dire, j'ai eu connaissance, effectivement, en achetant cette dernière Qu'il y avait des dettes. J'ai eu connaissance qu'il y avait des dettes, mais cette dette portait sur de la bonne terre. Et non, ça il peut pas le dire. Pourquoi ? Parce que pour lui, quand lui, le client, le troisième client, il est chez le propriétaire, il voit qu'une seule qualité de terre, et donc celle-là, c'est la bonne. C'est la terre de qualité bonne, puisque c'est pour le propriétaire, Hazak, c'est relatif. C'est relatif. Comme c'est la seule qu'il a, c'est sa bonne. Exactement. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, quand c'est vendu donc à 3 jours d'intervalle, on ira toujours chez le dernier. Et retenez la phrase, parce qu'il a laissé un makom, les 2 premiers ont laissé un makom, l'ifroa. Ils ont laissé de l'espace pour être remboursés. Il y avait encore des terres chez le propriétaire. Bien. Ça, c'était la braïta. Une fois qu'on a dit ça, on a posé une question sur cette braïta. C'est la Gemara qui a posé la question. Elle a dit, je ne comprends pas. Le cas où on a vendu à une personne, le cas où j'ai vendu à une personne, à 3 jours d'intervalle. À une personne à 3 jours d'intervalle. C'est-à-dire, c'est la même personne qui va tout m'acheter. Je lui ai vendu le dimanche la bonne terre, le lundi la moyenne et le mardi la mauvaise. D'accord ? Oui, mais... On a dit dans ce cas-là que puisqu'il n'y a qu'un seul propriétaire, alors il devra rembourser chacun avec la terre qu'il mérite. C'est ce qu'on avait dit. Et la question est la suivante. On dit, je ne comprends pas pourquoi on dit qu'il rembourse chacun avec la terre qu'il mérite. On devrait dire, puisque c'est à 3 jours d'intervalle, on devrait appliquer le même principe que pour les 3 personnes qui ont acheté à 3 jours d'intervalle. C'est-à-dire que lui, quand il a acheté le dimanche, il peut se dire, et il peut me dire, mais attends, quand j'ai acheté moi dimanche, il restait encore de la moyenne et de la mauvaise. Donc il y avait encore de l'endroit, il y avait de l'espace pour être remboursé. Quand j'ai acheté lundi, il y avait encore de la mauvaise. Donc, quand tu viens te faire rembourser, je devrais te rembourser qu'avec la dernière que j'ai achetée. Avec les mêmes règles que les 3 qui ont acheté à 3 jours d'intervalle. Pourquoi est-ce que ça changerait qu'il n'y ait qu'un seul propriétaire ou 3 propriétaires ? moi, je peux vous répondre. Ah, dites-moi. Parce que quand il achète le premier jour, oui. il voit tout de suite combien il en reste. Très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence pour lui s'il l'a acheté le même jour ou s'il l'achète à 3 jours d'intervalle, puisqu'il sait très bien combien il y a, qu'au départ il va prendre ça, la deuxième et la troisième. Donc pourquoi vous faites une différence entre 3 jours de suite? Parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que le principe de Macom, il y a de l'espace pour être remboursé. Oui. Ce principe-là, il est censé être un principe qui dépasse toutes les autres réalités. C'est-à-dire que si c'est ça, il va y avoir l'habitude chez les gens quand ils achètent des choses de ne pas tout acheter tout d'un coup et d'acheter de façon différente. Ok. Donc il n'empêche, vous avez tout à fait raison. Donc il y a une place à la ruse dans cette histoire-là. C'est ça. Exactement. D'accord, mais il n'empêche que moi je veux comprendre le din. D'accord, ok, on va voir comment gérer la ruse des gens. Ça va être un autre problème. Mais moi je veux que les choses soient logiques. Si on dit que pour 3 personnes différentes à 3 jours d'intervalle, chacun pourra dire, en tout cas le premier pourra dire, mais il y avait encore de quoi rembourser. Le deuxième pourra dire, il y avait encore de quoi rembourser. Donc on va l'épuiser que chez le dernier. Pourquoi quand c'est une seule personne à 3 jours d'intervalle, pourquoi on ne fait pas exactement le même raisonnement ? Je pense qu'il doit y avoir un critère d'intention du départ.
Ah, alors ça pour l'instant, on n'a pas encore vu du tout ça. Nous, ce qu'on avait proposé là, il y a 2 semaines, rappelez-vous, on avait dit, c'est un cas particulier. Quel était le cas particulier? C'est un cas où le propriétaire va faire du chantage, où l'acquéreur va faire du chantage. Quel est le chantage qu'il va faire? Quel est le cas de figure? Le monsieur en question, effectivement, il a acheté à 3 jours d'intervalle. Et normalement, on devrait appliquer le principe de se faire rembourser avec la dernière terre. Mais, lui, il s'avère que quand il a fait ses courses là chez le propriétaire, il a acheté la bonne terre en dernier. Et si on appliquait le principe de Macom, cela signifierait qu'il devrait rembourser avec la bonne terre, puisque c'est celle qu'il a achetée en dernier. Et ça lui fait mal au cœur de rembourser avec la bonne terre. Il se dit, zut, si j'avais acheté la bonne terre en premier et la mauvaise en dernier, je devrais rembourser avec la mauvaise à tout le monde. Mais là, ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai acheté la bonne en dernier. À cause de ce principe-là, je devrais rembourser tout le monde avec la bonne. Et moi, ça me fait mal au cœur de rembourser tout le monde avec la bonne. Il n'y a pas de raison. Donc, il va faire du chantage aux 3 personnes en question. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, écoutez, messieurs, soit vous acceptez que chacun d'entre vous prenne la terre qu'il mérite, c'est-à-dire le dommage avec la bonne terre, la dette avec la moyenne terre et la ketouba de la femme avec la mauvaise terre. Soit vous acceptez la terre que vous auriez dû avoir si on n'avait pas fait cette transaction. La terre que vous auriez dû avoir. Je ne veux pas vous arnaquer, je ne veux pas vous arnaquer, mais je ne veux pas moi être arnaqué. Donc, soit s'il vous plaît, vous acceptez que chacun prenne la terre qu'il mérite, soit... Alors ils peuvent dire, ah non, on veut la bonne parce que tu l'as achetée en dernier, on a le droit à la bonne. Il dit, ok, si vous voulez tenir la bonne, voilà moi ce que je vais faire. Je vais prendre la mauvaise que j'ai achetée. Je vais retourner voir le propriétaire chez qui je l'ai achetée et je vais annuler la vente. Cela signifie que si j'annule la vente, le propriétaire a encore de la terre. Or, tant que le propriétaire a de la terre, c'est chez lui que vous allez vous faire rembourser, pas chez moi. Et ça sera de la mauvaise. Donc, vous allez tous vous faire rembourser avec de la mauvaise si vous n'acceptez pas ce que moi je vous propose comme marché. Alors, marché conclu ou pas? Il y a un truc que je ne comprends pas là-dedans, c'est que dans ces cas-là, si on peut annuler la vente après coup, comme ça, pourquoi dans tous les cas précédents, la personne ne pourrait pas dire j'annule la vente pour ne pas avoir à rembourser? Mais parce que lui, il peut, alors ok. Et alors, mais qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as plus tes terrains, tu n'as plus rien. Tu as tout annulé, ok, d'accord. Alors les gens vont aller se faire rembourser. Il n'a pas perdu d'argent, parce qu'en fait. Ok, d'accord. Là, il a pris un risque inconsidéré. Ok, vous avez raison. Il n'a pas vérifié au Beddin. Vous avez raison, mais il n'a rien gagné. Il a un peu pénalisé, parce qu'il y a une hypothèque dessus. Vous avez raison. Il a voulu jouer. S'il a envie, ok, qu'il redonne les 3, et puis chacun va se faire rembourser avec la terre qu'il mérite. Voilà. Ok. Il peut. Mais lui, a priori, il a envie de garder ses terrains. Parce que peut-être que quand il va rembourser les 3, il n'aura pas tout perdu. Tout vendu. Il aura, exactement, peut-être qu'il y a plus de quantité que ce qu'il doit rembourser. Donc il n'a peut-être pas envie de tout annuler, lui. Donc il se dit, s'il vous plaît, soit vous acceptez ce marché-là, soit je rends la mauvaise à son propriétaire, du coup, vous n'avez plus rien à voir avec moi, vous allez voir directement le propriétaire, parce que c'est lui qui doit rembourser concrètement, d'accord? Et vous serez tous remboursés avec la mauvaise. Mais c'est pas illégal. Ça ne serait pas illégal. Et donc, peut-être que dans la Braïta, quand on nous dit qu'une personne qui achète en 3 jours, elle rembourse avec les terres que chacun mérite, c'est peut-être ça le cas de figure. C'est un cas où effectivement il a acheté en dernier la bonne terre et que normalement il aurait dû rembourser avec la bonne terre tout le monde, mais que ça lui fait mal au cœur et qu'il fait du chantage à chacun. Et que finalement ils acceptent parce qu'ils n'ont pas envie d'être remboursés avec la mauvaise terre. Et donc c'est peut-être ça le cas de la Braïta. Il y a aussi un autre... Attendez une seconde. Et on était parti par une question que vous avez posée, qui est la question de la Braïta. Elle est en haut de votre page. Si, tout en haut, première ligne. Benezekinami nimari. On dit, ah non, ne me dis pas qu'on peut envisager ce genre de chantage. C'est pas envisageable de réfléchir comme ça et de mettre du chantage dans les relations humaines et que l'Agmara, que la Braïta accepte un truc pareil. C'est un chantage, c'est pas propre comme comportement. C'est pas une belle mida, ça, de faire un truc pareil. Et en plus, alors ok, disons qu'on peut faire du chantage. Alors si on peut faire du chantage,
alors on peut le faire tout le temps, le chantage. C'est-à-dire, vous savez quoi? Un monsieur quelconque, on ne parle pas ici d'une dette machin, un monsieur quelconque, il a commis un dommage chez son voisin. Normalement, un dommage doit être remboursé avec la meilleure terre. Le gars vient pour se faire rembourser. Et voilà que le monsieur quelconque va dire, bah écoute, moi ça me fait mal au cœur de te rembourser avec la bonne terre. Tu sais ce qu'on va faire? Je veux que tu acceptes, je te force, je te fais du chantage, je veux que tu acceptes la moyenne, la terre de qualité moyenne. Il dit, mais ça va pas, non, j'ai droit à la bonne. Quoi, tu insistes? Tu veux la bonne? Alors regarde ce que je vais faire. Je vais vendre la bonne et la moyenne, il ne me restera plus que la mauvaise, et je te rembourserai avec la mauvaise. Voilà. Tu acceptes la moyenne ou tu acceptes la mauvaise? Si on laisse l'idée du chantage être possible, alors on peut l'imaginer tout le temps, le chantage. Et ça, on peut pas c'est pas possible que les Chachamim acceptent un truc pareil. Ce n'est pas possible qu'une braïta donne un enseignement sur un chantage. Sinon, le chantage, on le ferait tout le temps. Et du coup, on rembourserait jamais avec la bonne terre. Tout le monde dirait, j'ai pas envie de te rembourser avec la bonne, soit tu acceptes la moyenne, soit je vends la bonne et la moyenne, il me restera que de la mauvaise et je te rembourse avec la mauvaise. Oui? Alors, c'est pas possible. D'accord, c'est-à-dire qu'ici, c'est celui qui a acheté qui fait systématiquement. Exactement. Et d'ailleurs, cette notion de chantage... Je ne suis pas encore là-dedans. Ouais. Mais vous avez... Cette notion de chantage, alors, serait valable aussi dans le cas où c'est trois personnes qui achètent à trois moments. Du coup, tout le temps, c'est ça. C'est-à-dire que la Gemara, ce qu'elle veut nous dire ici, c'est que si tu commences à me parler de chantage et qu'on peut accepter de faire du chantage, alors ça va chambouler tous les systèmes de remboursement de tout. Chacun va commencer à dire, attends, comment je vais ruser pour vendre mes terrains et garder que le mauvais chez moi, du coup je te rembourse avec la mauvaise, si tu insistes pour avoir la bonne, alors que normalement tu as le droit à la bonne, enfin, on s'en sort plus. On a pris ce cas-là de chantage, alors qu'il y a, je fais une petite parenthèse, il y a un autre cas qui est encore plus vicieux, qui est le type achète la meilleure terre en premier. Oui, et alors? Et après la seconde, la moyenne en seconde. Et d'accord, et la troisième en mauvais, et alors? Mais de manière intentionnelle, ça veut dire sachant que si on devait appliquer le din de on vient se servir sur la dernière. Ah oui, d'accord, ouais. Ah, du coup, et qui fait exprès de laisser la mauvaise en dernier. Voilà. Parce que là, en l'occurrence, l'acheteur a fait une bêtise d'acheter en ouais. D'accord. Mais votre cas, vous avez raison, mais votre cas est encore un peu plus vicieux. Oui, mais pourquoi? Il est encore plus vicieux. Donc en fait, comme il existe, mais oui, mais parce que la Gemara, déjà, ce qu'elle va te prendre, elle va te prendre le cas le moins vicieux, juste le chantage simple, et elle va te dire que ça, c'est pas possible, donc a fortiori, le cas où tu as calculé, etc., et que c'est volontaire depuis le début. Pas besoin de chantage, de revendre pas ce soir. Venez vous servir, ok, le din c'est celui-là, venez prendre la mauvaise. C'est ça. Ouais, vous avez raison, c'est encore pire, donc on peut pas, a fortiori qu'on peut pas l'entendre, a fortiori. Donc de quelqu'un on parle. Donc la question revient. Comment je comprends ma braïta? Quel est le cas de figure où un monsieur qui a acheté en 3 jours différents peut rembourser chacun la qualité qui lui convient et non pas avec la dernière terre qu'il a achetée? Quel est le principe? La Gemara nous dit Bema yaskinan. Alors de quel cas parle-t-on? Beyat me delav beneperon ninhu. On parle d'un cas de yétomim. C'est quoi les yétomim? Un orphelin, les orphelins. Quel est le din d'un orphelin? Quand je dis orphelin, ce n'est pas forcément un enfant, hein, d'accord? Ça peut être un orphelin adulte hein, qui a grandi. D'accord? Quel est le din d'un orphelin? La Torah a toujours cherché à protéger les orphelins. Toujours. Il y a écrit dans la Torah, ne maltraite pas un orphelin, parce que si jamais l'orphelin se tourne vers moi pour prier, je l'écouterai et je déverserai ma colère contre celui qui blesse l'orphelin. D'accord? Donc il y a des tas d'halakhot sur les orphelins. Et de père et de mère Oui, orphelin complet, les deux. D'accord? Le yatom complet. D'accord? Dieu le prend sous sa coupe, quoi, d'accord? Bien. Quel est le din de l'héritage d'un orphelin? Si le père d'un orphelin a laissé une dette, qui rembourse? Dans le droit français, c'est les enfants. Les descendants. Ok. L'orphelin? Oui. Très bien. Quel est le droit talmudique par rapport à l'orphelin? Voilà ce qu'on nous dit. Si le père a laissé une dette en mourant et qu'il a laissé en héritage des terrains,
Okay, alors, effectivement, l'orphelin devra rembourser avec le terrain qu'il a laissé, qu'il a récupéré de son père. C'est vrai. Donc, finalement, comme ce que vous dites. Par contre, si l'orphelin a fait ses propres acquisitions après la mort de son père, on n'ira pas puiser chez l'orphelin pour rembourser les dettes du père. Même s'il n'y a pas de terrain. Je parle de terrain. Si le père n'a pas laissé de terrain. Si le père n'a pas laissé de terrain. Non, si c'est un héritage, oui, ça marche. On puisera sur l'héritage. Mais si c'est pas un héritage, il a gagné par lui-même. On protège l'orphelin. Non, c'est pas comme en France. Si. Tu peux refuser l'héritage quand il est père à des dettes. C'est le droit. Ah, et on va pas puiser chez toi pour rembourser la dette du père? À partir du moment où tu refuses que. On se sert sur l'héritage. S'il y a des terrains, dans le cas français, il y a des terrains, oui. il a de l'argent le père. Oui. Tu acceptes l'héritage. Donc tu prends la dette. Tu payes la dette. Ok. Si tu vois qu'il n'y a que de la dette, tu refuses l'héritage. Et dans ce cas-là, tu es couvert. Et tu es couvert, on ne va pas chez toi pour puiser le remboursement. C'est normal de prendre que sur l'héritage, a priori, ça paraît pas idiot. Et non, vous savez pourquoi c'est pas tellement évident? C'est que si c'est pas un orphelin, il devra se débrouiller pour rembourser la dette de son père. Il n'est pas responsable de la dette de son père. Si c'est pas lui-même qui l'a fait. Les enfants sont responsables de la dette des parents. C'est la halakha. C'est bizarre. D'accord? S'ils sont orphelins, ils sont responsables tant que on puise dans l'héritage, mais si le père n'a pas laissé de héritage immobilier, alors les enfants sont protégés. Donc, une fois qu'on a rappelé ce principe-là, on nous dit, dans notre cas, c'est le cas d'un orphelin. C'est-à-dire, alors qui est orphelin? Alors, c'est ça. Qui est orphelin? C'est celui qui a acheté. Pardon? C'est celui qui a acheté. Qui est quoi? L'orphelin? Non, le papa de celui qui a acheté. L'orphelin, c'est son papa qui avait acheté. Non. L'orphelin, le père de l'orphelin, c'est celui qui a les dettes en premier. Celui qui doit rembourser le dommage, qui doit rembourser et qui a divorcé. Et il a laissé des orphelins. Bien. Mais, alors, vous allez dire, c'est quoi le cas exactement? Écoutez bien. Le père a vendu les terrains. Et il est mort. Le père a vendu les terrains et il est mort. Il a laissé des orphelins. Et il y a le fameux acquéreur là, en 3 jours différents. Et alors, regardez la Gemara. Beyatme delaf bene peraon ninhu. Les orphelins ne sont pas des gens chez qui on va puiser le remboursement du père, des dettes du père, tant qu'il n'y a pas d'héritage. Veshirabuda dile ale dide ramia ilkar lema lememar ari. Vous savez quoi? Le chantage, ça ne peut pas marcher quand il y a des orphelins. Par exemple, l'acquéreur en question va vouloir faire le fameux chantage. Oh, messieurs, soit vous acceptez d'avoir chacun la terre qui convient, d'accord? Sinon, je vais faire le chantage suivant. Je vais prendre la mauvaise terre et je vais la rendre au propriétaire. On va dire, mais le propriétaire, il est mort, qu'est-ce que tu veux lui rendre? C'est pas grave, je le rends à ses enfants. On lui répondra, mais monsieur, faites, je vous en prie. Les enfants sont des orphelins. Et même si vous leur rendez la mauvaise terre à eux, en cadeau, ils la garderont. On n'ira pas chez eux pour se faire rembourser. Pourquoi? Parce que ça va s'appeler une acquisition qui est faite après la mort du père. Ils n'ont pas eu en héritage, ça. C'est une nouvelle acquisition, ça s'appelle. Donc de toute façon, on n'ira pas chez eux pour se faire rembourser. Donc tu as beau te débarrasser de ton mauvais terrain, tu dois nous rembourser la dette qui convient. Donc le chantage n'est pas possible. Pas mal. Mais le fruit de la vente du père. Oui. En argent. L'argent? Il a gaspillé. Il a délapidé. D'accord, mais admettons qu'il existe en banque. Ah oui, alors ça oui, effectivement, il faudra rembourser avec l'argent de l'argent. Ah oui, bien sûr. Mais là, ici, l'argent a disparu. D'accord. Parce que si on parle de terrain, c'est qu'il n'y a plus d'argent, justement. Parce que n'oubliez pas qu'on rembourse avec les terrains quand il n'y a plus d'argent. Oui. S'il y a de l'argent, on rembourse avec l'argent. Et alors? Donc, du coup, s'il n'y a plus de chantage possible, la question revient encore une fois. Alors, quel est le cas où je dois rembourser chacun avec la terre qui convient? J'arrive toujours pas à trouver le cas. Réponse de la Gemara. Ça y est, le voilà. Tamamai amurabanan nifraim minirnasim meshurbadim comme sheyesh benechorin mishum takanata didi ana beatakanata lo nicha le kederava.
Alors regardez, il faut réfléchir comme ça. Donc, on reprend le cas. Oui. Donc c'est un Donc cas. on reprend un cas, Razak. On reprend le cas à 0. On reprend le cas parce que c'est Oui. super. Donc c'est quelqu'un qui a vendu ses terrains. Oui. Il a 3 terrains. Bien. De trois qualités Bien. différentes. Il a vendu à une personne. À une personne, à une seule personne. En 3 jours différents. En 3 jours différents. Bien. Il est mort. Bien. Et puis, à ce moment-là, il y a des collecteurs qui viennent pour se faire rembourser. Pour se faire rembourser. Très bien. Et la Braïta nous dit, oui. On remboursera ces 3 personnes à terre qui leur convient. Ah, et non pas la dernière. D'accord. Et non pas la dernière. Et on cherche pourquoi non pas la dernière. Pourquoi pas la dernière? Et si c'est la dernière, si c'est la bonne, pourquoi est-ce qu'il ne donne pas la bonne? D'accord, donc pourquoi pas la dernière? Le principe qu'on a donné depuis le début, l'histoire où il y a 3 acquéreurs et que le premier pourra dire « Ah oui, mais moi quand j'ai acheté, il en restait encore chez le truc. » D'accord? Donc ne venez pas chez moi pour vous faire rembourser. Le deuxième va dire « Oui, mais moi quand j'ai acheté, il en restait encore chez le propriétaire, ne venez pas chez moi pour me faire rembourser. » Et c'est le troisième qui doit rembourser. Cette idée-là, elle a été instaurée par qui, cette idée? Ce raisonnement-là, il sort d'où? Pas de la Torah. Hein. C'est sûr que dans la Torah, on ne voit pas du tout cette histoire-là. En fait, c'est les Chachamim qui ont instauré ce raisonnement. Vous savez pourquoi ils l'ont instauré, les Chachamim? Pour protéger les acquéreurs. C'est pour protéger les acquéreurs. Parce que ça ne serait pas normal que celui qui a acheté le lundi la bonne terre, c'est pas juste qu'on aille chez lui pour se faire rembourser. C'est qui doit rembourser? C'est le propriétaire quand même. C'est lui qui a des dettes. Que l'on utilise le principe de l'hypothèque, etc., c'est lorsqu'il n'y a plus rien chez le propriétaire. Mais tant que le propriétaire a quelque chose dans ses mains, c'est normal qu'on aille chez lui pour se faire rembourser quand même. C'est lui le responsable des dommages. C'est pas le monsieur qui a fait l'acquisition. Le monsieur qui a fait l'acquisition, c'est pas un méchant. Il n'a pas fait l'enquête nécessaire pour savoir s'il y avait une hypothèque, etc. Mais il n'est pas méchant. C'est pas lui le mauvais de l'histoire. Le mauvais de l'histoire, c'est lui. C'est le vendeur, le propriétaire numéro 1. Donc les Chachamim, pour protéger l'acquéreur, ils ont créé ce principe en disant que tant que le propriétaire a des terres, on ira embêter le propriétaire avant d'embêter l'acquéreur. D'accord? Ça, c'est une takana qui a été faite pour protéger l'acquéreur. Attendez une seconde. Pardon? Oui, il n'a été que négligent. Lui, il est peut-être un peu fourbe d'avoir voulu vendre ses terrains, etc. Lui, il est que négligent. C'est pas la même responsabilité quand même. Donc, on le protège. Le deuxième, on va aussi le protéger sur le même principe. Pourquoi vous dites qu'il était négligent? Parce que normalement, il aurait dû faire son enquête. Il aurait dû vérifier qu'il n'y a pas du tout de dette. Oui, mais s'il vérifie qu'il y a une dette... Et qu'il a vu qu'il y avait encore des terrains, Razak, il n'est même pas négligent dans ce cas-là. Vous avez tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord. Il n'est pas que négligent, c'est vrai, le premier acquéreur. Il a vérifié, il a fait le boulot. Je suis d'accord, Il a fait le boulot, mais j'ai vu qu'il y avait encore des terrains. Donc, pourquoi tu veux me déranger à moi? Donc, on est en train de protéger, effectivement, l'acquéreur. Il n'y a pas de raison qu'on aille l'embêter à lui. Le deuxième, pareil. Le troisième, lui, on n'a pas de quoi le protéger parce que lui, il a été négligent. Le troisième a été négligent. On ne peut pas le protéger, Razak. Ta négligence est lourde de conséquences. Parce que il n'a plus de terrain et donc maintenant ça tombe sur tes épaules. Ok, une seconde. On est bien d'accord donc que le principe de dire qu'on ne rembourse en puisant chez l'acquéreur que s'il n'y a plus chez le propriétaire, ce principe-là a été créé par les Chachamim pour protéger l'acquéreur. Or, quand il n'y a qu'un seul acquéreur en 3 jours et qu'il a acheté la bonne terre en dernier, pourquoi est-ce qu'on devrait puiser chez la dernière terre normalement? Par le même principe que quand c'est 3 personnes différentes, c'est le même principe, mais avec une seule personne, mais c'est le même principe. Il va me dire, mais dis-moi, tout le principe de rembourser avec la dernière terre, c'était pour me protéger, donc ça a été créé ce principe-là. C'était fait à l'origine pour me protéger. Or ici, ça ne me protège pas puisque je vais être obligé de rembourser à cause de ce principe-là, je vais être obligé de rembourser avec la dernière terre que j'ai achetée, donc la bonne. Donc la takana d'origine qui était faite pour me protéger ne me protège pas. Elle m'impute une responsabilité encore plus lourde. Et donc, je refuse, je rejette la takana faite par les Chachamim.
Comment ça se peut? Ah. Est-ce qu'on a le droit de refuser une takana faite par les Chachamim? Réponse. Non. Si la takana a été créée pour te protéger, tu as le droit de l'abandonner. C'est un grand chidouche. Ce n'est pas pour te protéger. Razak. Quand on parle d'une takana sur Shabbat, sur la cache-route, sur les horaires de tfila, tout ce que tu veux, toutes les takanot des Chachamim, elles ne sont pas faites pour toi. Elles sont faites pour le principe du klal Israël, pour donner des règles, etc. Ça, tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas commencer à dire cette takana, je ne la veux pas, celle-là, je ne la veux pas, le lait et le poulet, je ne veux pas, etc. Tu peux pas. Razak. C'est plus important. Bien sûr, parce que ça te dépasse. Et on dit que c'est plus important que la Torah elle-même. Oui, exactement. Elle-même. D'accord. Donc ça, tu ne peux pas toucher. Par contre, il y a des takanot qui ont été créés pour des individus dans des cas très particuliers, pour te faire du bien, pour te protéger. Si toi tu viens en disant, tu vas au Beddin, en disant, messieurs, vous avez fait une takana pour me protéger. Or, il s'avère que cette takana qui était faite pour me protéger, elle tourne à mon désavantage parce que j'ai acheté la bonne en dernier. Donc, j'annule, je refuse la protection que vous avez voulu me faire. J'annule la takana, je refuse la takana. Et c'est valable. C'est un grand chidouche. J'ai le droit de le faire. Et c'est accepté par le Beddin. Et donc du coup on va lui dire, ah ok, vous voulez pas le fameux principe de il en restait encore? Non, je veux pas parce que du coup ça me retombe dessus. Alors ok, alors on revient sur la base, tu rembourseras chacun avec la terre qu'il convient, et pas avec la dernière. Mais il est quand même protégé parce qu'il peut annuler la vente, on l'a dit. Ça, c'est du chantage. On a dit que si on commence du chantage, alors. Revient en arrière. Ah, de tout annuler. Ah, ok, d'accord. Bah, s'il annule tout. Voilà, mais lui, il a peut-être pas envie de. Razak, il a peut-être pas tout envie d'annuler. Il n'a pas envie d'annuler tout. Non, là, il peut pas annuler parce qu'il n'a pas envie. Il a envie de garder ses trucs. On a dit qu'il peut pas annuler. Et en plus, il y a peut-être des orphelins dans l'histoire. Donc, du coup, s'il y a des orphelins, en plus, les orphelins, ça cache tout. C'est le cas particulier. On peut le garder, ouais. Le fait d'annuler une décision du Khamim, oui. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est toi qui es à l'origine de la demande. Oui. Et on acceptera. On acceptera ta demande. Alors vous allez dire, mais d'où ça sort un truc pareil? C'est un vrai scoop, hein, c'est un vrai chidouche. Hein. D'où est-ce qu'on sait? Je sais dans la suite, regardez. Ana behatakanata lo nichale. Et moi, cette takana que fait les Chachamim pour me protéger, elle ne me convient pas, elle ne me plaît pas. Et d'où est-ce que je sais que j'ai le droit de l'annuler? Kederava. De Amar Rava. Kol haomer i'ifshi betakanat rachamim kegonzo shominlo. Il y a un enseignement qui est au nom de Rava. Rava dit, toute personne qui dit i'ifshi, je ne veux pas betakanat rachamim, la takana faite par les rachamim, kegonzo, par exemple celui-là, shomrimlo, on l'écoute, on accepte et on annule la takana. Mai kegonzo, c'est quoi comme celle-là? C'est quoi l'exemple en question? De Ravuna, comme dit Ravuna, de Amar Ravuna. Yechola isha shetomar le baala, eni nizonet, ve eni osa. Point. D'où est-ce qu'on sait qu'on a le droit d'annuler une takana faite par les Chachamim pour nous protéger? Vous savez, la grande référence de takana faite par les Chachamim pour protéger quelqu'un, c'est à propos des femmes. Nos épouses. Alors, dans la Ketouba, que l'on fait encore aujourd'hui, dans la Ketouba, il est écrit quoi? Dans les responsabilités que l'homme a à l'égard de son épouse, il a la responsabilité de nourrir sa femme. Ok? Ça fait partie des responsabilités de l'homme, de nourrir sa femme, d'assurer la subsistance de sa femme. On dit déjà She'era, Kesuta, Veonata. D'accord. She'era, Kesuta, Veonata. C'est les trois choses que l'homme doit recevoir. Ok. Et les Chachamim donc ont donné les détails d'application de ces lois-là, d'accord, en nous disant tu as une obligation d'avoir la parnassa pour payer ta femme, la nourriture de ta femme. C'est toi qui dois donner la nourriture de ta femme. En contrepartie, les Chachamim ont obligé aux femmes que si elles travaillent, le bénéfice de son travail va dans la poche du mari. Bien sûr. C'est donnant-donnant. C'est pas qu'on est méchant contre les femmes. C'est que, écoute, à quoi te sert ton argent? Puisque de toute façon, tu n'as pas besoin de payer ta nourriture, c'est ton mari qui va te le payer. Donc si jamais tu travailles, c'est normal que l'argent en question, tu le donnes à ton mari.
Alors attendez, cette takana-là de donnant-donnant, cette takana a été faite, vous savez pourquoi à l'origine? Pour protéger les femmes. C'était fait à l'origine pour protéger les femmes. À l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Elles n'avaient aucun accès à l'extérieur de la maison, d'accord? C'était à l'époque, d'accord? Et donc, les femmes, elles devaient s'arracher les cheveux si elles devaient s'occuper de leur propre nourriture. C'est un casse-tête sans nom de se préoccuper de la parnassa tous les jours. Les Chachamim sont venus vers la femme en disant, écoutez, pour vous protéger, pour vous enlever cette épine du pied, parce qu'on est dans une époque où les femmes ne travaillent pas et que c'est compliqué d'avoir une place sociale pour une femme à l'époque, etc. Vous savez quoi? Pour vous protéger, on oblige vos époux à vous trouver votre parnassa. Soyez tranquilles. Maintenant, si vous voulez faire des petits travaux pour gagner un peu d'argent par-ci, par-là, c'est donnant-donnant. Puisque de toute façon, vous ne devez pas vous préoccuper de vos parnassas. C'est votre mari qui doit la chercher pour vous. Donc, quelque part, donnant-donnant, si vous travaillez, l'argent que vous gagnez, c'est pour votre mari qui, de toute façon, va vous le redonner, puisque c'est lui qui va vous donner votre parnassa. Excusez-moi. Chez Héra, Kesuta et Onata, il n'y a pas un passou de la Torah qui le... Si, bien sûr. Alors, bien sûr. C'est pas oui, vous avez raison. Mais le mazon n'est pas écrit explicitement. C'est pas clair au niveau mazon, au niveau de nourriture. Kesuta et Onata. Exactement, ouais. C'est pas clair dans le passouk. On dit que ça c'est les Chachamim. Pardon, Mechila. Où est-ce qu'on le lit déjà dans la Torah, est-ce qu'elle passe par Racha C'est des Devarim, non? Je crois que c'est dans Kitetse. Ouais, je crois que c'est dans Devarim. D'accord, il faudrait juste vérifier. Je pense que c'est dans Kitetse. À voir. Donc c'est donnant-donnant. Maintenant, imaginons. La femme a une situation sociale exceptionnelle. Elle a une profession top. Elle peut gagner beaucoup d'argent. Beaucoup plus que son mari. Beaucoup plus que les 3 morceaux de pain qu'elle va manger. Donc, elle peut aller au Beit Din et dire, messieurs les Dayanim, moi, je gagne bien ma vie. Normalement, vous avez voulu me protéger, à une certaine époque, en disant que tout ce que je gagne, je dois le donner à mon mari, et que lui doit le donner ma parnassa. Vous savez quoi? Je n'ai plus besoin. Je n'ai pas besoin de cette takana de protection. J'en ai pas besoin. Je gagne beaucoup plus que lui, je peux acheter mon sandwich toute seule. Et en contrepartie, donc, je ne veux pas donner mon argent à mon mari. Je veux casser la protection, le système de protection que vous avez mis pour moi, pour me protéger. J'en ai pas besoin. Chazal, c'est autorisé. Ce degré-là de takana des Chachamim qui a été fait pour moi, la femme, je reviens dessus. Alors, je le refuse. Et le principe, c'est qu'il faut que ce soit fait par le Beit Din. Bien sûr. Que tout soit dans les règles de la halakha. Ça fait dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire Si un homme considère non. que sa femme, il va se plaindre au Beit Din en disant voilà, elle gagne 10 fois plus. Ça, tu ne peux pas toi l'annuler. Parce que la takana, elle n'a pas été faite pour te protéger toi, monsieur le mari. Elle a été faite pour protéger la femme. Donc il n'y a que la femme qui peut s'en défaire de cette takana. C'était fait pour elle. Mais pas le mari. D'ailleurs, au passage, parenthèse, c'est bizarre d'exiger de l'homme cette obligation, sachant que c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. De quoi? Qu'est-ce qu'il met? La parnassa, c'est quelque chose qui est déterminé. Oui, d'accord, d'accord. Mais c'est quand même toi qui vas faire les courses, quoi. C'est ton argent. On est d'accord. D'accord, donc. Je veux dire, on ne peut pas. C'est. Si. Non, ça veut dire. Non, c'est pas une bonne. Ouais, parce que quoi, vous me disiez qu'Hachem, c'est lui qui fixe la parnassa, Rosh Hashanah, etc., c'est un autre problème. Quelqu'un qui se bat dans tous les sens pour faire de l'argent. Il n'empêche que. Qui n'y arrive pas. Il n'empêche que. Pas l'obligation du contrat. Bien sûr. Il n'empêche que tu as le devoir d'assurer la subsistance de ta femme. C'est ton obligation. On est d'accord. Dis-moi, tu t'es marié, non? Personne t'a forcé. Oui, c'est une obligation. Tu peux pas dire, je te donne pas à manger. Non. De quel droit? J'ai dit quelqu'un qui. Comment on peut avoir un mari qui se retrouve au chômage ou un truc comme ça. Il est dans une situation délicate qui est indépendant de sa volonté. Ok, alors contractuellement, il est hors des cases. D'accord. Il doit nourrir sa femme. Ouais, ok, mais avec quoi?
Bon, d'accord, s'il n'a pas, il n'a pas. Mais il ne peut pas se nourrir lui s'il n'a pas nourri sa femme. Voilà, c'est ça, c'est tout. Mais ce que je ne comprends pas dans ce cas-là, oui. ce que je ne comprends pas, c'est simplement pour... Elle ne peut pas thésauriser, parce qu'elle n'a pas de territoire. Elle n'a pas de territoire, ouais. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Non, c'est-à-dire elle mange, elle se paye à manger. Elle se paye à manger, puis c'est robes, et puis c'est en fait sa vie, quoi. Elle voilà, fait c'est ça. Elle prend de l'indépendance financière. C'est ça, mais c'est-à-dire qu'elle n'est pas dépendante de l'argent que va lui donner son mari. Exactement. Elle fait sa La vie. question, c'est que comme elle est dans les territoires de son mari... Ouais. Ah oui, mais ils ne veulent pas divorcer, hein. Non, si elle thésaurise, Oui. elle peut thésauriser. Ouais, si elle veut. Elle fait ce qu'elle veut avec son Elle fait ce argent. qu'elle veut. Ouais, bien sûr. Et oui, parce que ça voudrait dire que tout ce qu'elle va acquérir n'appartient pas à son mari. Parce que Elle moi, ce casse, que j'avais appris... Ouais. Elle casse ce principe-là. Parce que normalement, c'est quoi le principe? C'est que tout ce qui appartient à une femme appartient à son mari. Bah oui, c'est ça le principe de base. C'est le principe de la séparation bien. Par le principe de protection de la femme, à l'origine. C'est que le mari va dire, mais moi je te donne à manger. Donc c'est normal que si jamais tu travailles par-ci par-là, bah c'est normal que l'argent il me revienne. En acceptant de casser cette takana à la demande de la femme. Khazak. C'est la femme qui vient demander de casser ça. Je ne dis pas que ça va générer un relationnel particulier. Bah si, ok, après c'est un problème de couple. Après c'est un problème de couple, Badini, c'est pas son problème, c'est un problème de couple. Si le mari accepte, enfin, après voilà. Mais bon, il y a toujours un esprit de protection. Non, mais si je sais pas, c'est un fonctionnement interne. Après, si tu veux divorcer, divorce, moi, c'est pas mon problème. Je veux dire, il y a toujours à l'esprit de vouloir maintenir. Oui, d'accord, mais elle, c'est bon, elle a le droit de. Justement, c'est ça qu'on apprend. C'est qu'elle a le droit de revenir sur une takana faite par les Chachamim, parce que cette takana, à l'origine, était faite pour la protéger. Or, ici, comme elle considère que ça ne la protège pas, mais que ça a des avantages, parce qu'elle donne plus à son mari que ce que lui va donner pour acheter sa nourriture. Beaucoup plus. Donc, du coup, elle dit, mais je veux pas, laisse donc, ok. On fait compte à part. On fait compte à part. Pourquoi tout mettre dans la même caisse? On fait compte à part. C'est l'apparition du compte à part. La séparation bien. Exactement. C'est un vrai chidouche. Et ce principe-là s'appelle? Eh bien, ce principe-là s'appelle, donc voilà dans les mots, le principe s'appelle c'est la, voilà, Yechola Isha chez Tomar le Baala, une femme peut dire à son mari, Eni nizonet, ve'eni osa. Je ne veux pas être nourri par toi et je ne veux pas travailler pour toi. Dans le contrat de mariage, ça inclut les enfants. Oui, bien sûr, il y a Du coup, les c'est la enfants, femme bien qui sûr. doit subvenir si elle casse cette takana. Ah, ça c'est une bonne question, je sais pas. Vous voulez savoir si finalement, si la femme, du coup, devient indépendante financièrement, est-ce que c'est le mari qui doit subvenir aux besoins? Juste pour la question. Je sais pas, c'est une bonne question, je sais pas. C'est une bonne question. Je pense que ça reste sur les épaules du mari, je pense. Hein. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. À voir. D'accord, donc, eni nezonet, veni osa. J'abandonne l'un et j'abandonne l'autre aussi. Donc, par ce principe qu'on apprend pour la femme, on peut l'extrapoler pour toutes les autres takanotes qui sont instaurées par les Chachamim, qui sont faites à l'origine pour me protéger, j'ai le droit de l'annuler. Donc, pour conclure la braïta, le monsieur en question, lui, il avait acheté la bonne terre en dernier. Normalement, on devrait rembourser avec la bonne terre, puisque c'est celle qu'il a achetée en dernier. Il va dire, mais attends, mais du coup, ça se retourne contre moi. La takana d'origine de protection se retourne contre moi. Je l'annule, je ne la veux plus, cette takana de protection. Et donc, on revient à un principe de base. C'est quoi le principe de base? C'est que je vous rembourse chacun avec la terre que vous méritez. Et c'est donc ça la braïta, la phrase de la braïta. C'est comme ça qu'on doit comprendre la braïta. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que dans ce n'est pas un décès? Alors pourquoi est-ce qu'on a fait intervenir l'orphelin? Je n'ai pas compris. L'orphelin, c'était pour casser. L'orphelin était. Est-ce qu'on a besoin de l'orphelin dans l'orphelin, la démonstration? en fait, dans la démonstration finale, non. L'orphelin était juste là pour casser l'histoire du chantage. Voilà. Oui. J'ai une preuve pour dire que c'est pas du chantage. Ah non, pardon. Non, l'histoire du chantage, l'histoire du chantage, on l'a cassé parce que sinon on ferait tout le temps du chantage. Voilà, c'est ça. C'est pas l'orphelin. Point. Ça, c'est d'à côté. L'orphelin, en quoi il intervient? Attends, on va trouver. Post-décès. C'était en cas de revente. C'était en cas de l'annulation de la vente. Si, c'était pour le chantage, parce qu'il pourrait plus dire, il pourrait plus menacer de Ah, alors attendez, je refais le film, merci là. Je refais le film. On avait dit
Comment c'est possible que chacun récupère la terre qui lui revient? On avait dit parce qu'il a fait du chantage. On dit comment faire du chantage, c'est un truc qui est acceptable ça dans la halakha? C'est pas possible d'imaginer un truc pareil. Ah oui, pardon. Et donc on a dit non, c'est pas du chantage parce que sinon on ferait tout le temps du chantage. Effectivement, c'est pas du chantage, c'est un cas d'orphelin. C'est un cas d'orphelin. Ah, ok. Et donc puisque c'est une histoire d'orphelin, le gars il n'a pas d'autre possibilité, il peut pas faire donc le moindre chantage, rien du tout. Et donc du coup il doit rembourser chacun avec la terre qui lui convient. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de le faire. Si c'était, Il n'a pas besoin de le faire. Si on n'a pas besoin d'intervenir l'orphelin, mais l'orphelin nous permet de dire, mais voilà, que c'est pas du chantage. Voilà, c'est exactement. L'orphelin nous permet c'est-à-dire qu'il est dans une situation dans laquelle il n'y a pas de chantage possible. Il n'y a pas de chantage possible. Il n'y a pas de chantage possible. Et comment est-ce que je fais pour quand même me donner ce que j'ai envie de donner, et Chazak, ne pas donner la meilleure? Chazak, c'est que je dis, c'est en annulant la takana. Je casse. Exactement. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça le fil. C'est bon? Oui. Du coup, malgré tout, Je vous écoute. Celui qui achète, quand les trois terres sont en une main, chez le même acquéreur, Oui. par rapport à différents acquéreurs à différents moments, Oui. il reste quand même lésé. Un petit peu, parce que... Non, bah non. Il est puisé un peu partout chez lui. Eh bien, il va rembourser. Non, parce que c'est le principe de base. Le principe, c'est quoi? C'est que s'il y a un acquéreur, il remplace le propriétaire. L'acquéreur a le titre de propriétaire. Donc il a la responsabilité d'embourser les trois. Ça va, ça tient. De la même façon que les trois remplacent l'acquéreur, remplacent le propriétaire. Quand c'est trois personnes le même jour. Trois personnes le même jour. Hein. Lui donnera la bonne, lui la mauvaise, et la moyenne. Ce qui me dérange un peu, c'est quand il y a trois acquéreurs, c'est que Le même jour ou à 3 jours différents? À plusieurs jours. Oui, donc on va chez le dernier. Il va y avoir une stratégie derrière. Ça veut dire, je vais aller vite, acheter en premier truc. Ouais, essayez de comprendre d'abord la logique de la Gemara, parce que là, là vous cherchez d'autres. Il faut voir la logique. Ouais, parce que moi j'ai une question sur la logique de la Gemara. C'est si ce raisonnement-là, on n'a pas besoin de dire qu'il a acheté la terre à 3 jours d'intervalle, il a acheté le même jour aussi. S'il a acheté le même jour, c'est évident. Tu n'as même pas besoin de te tracasser en parlant de takana. S'il a acheté le même jour, alors c'est évident que dans ce cas-là, il doit rembourser la terre qu'il mérite à chacun. D'accord. Ça, c'est sûr. D'accord. C'est ça. Ça n'a d'intérêt. Cette histoire qu'il a pris le dernier. Exactement. Cette histoire de takana qui doit s'annuler ne peut être posée que lorsqu'il a acheté à des jours différents. Parce que sinon, le din, c'est de toute façon qu'il rembourse chacun avec la bonne terre. Donc, c'est clair. C'est déjà facile depuis le début. Pourquoi on exclut systématiquement les notions de chantage, de vice ou un truc comme ça? Je veux dire, c'est l'objet des halakhot et des takanot de nous protéger de ça. Eh bien oui. En définitive, donc c'est qu'il y a bien des gens mal intentionnés. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Non, moi je pense que c'est la logique de la Gemara de pousser quoi, un petit peu le raisonnement. C'est ça. Et pousser le raisonnement, tu vas. C'est d'imaginer. Tu fais des choses qui ne sont pas. Ouais, je dois voir ça. Et même ça marche pas. Donc. C'est ça, et même le chantage, ça marche pas. C'est-à-dire que même si tu vois, c'est-à-dire que je te prends le champagne, mais tu vois, ça marche pas. La Gemara, elle est suffisamment bien forte pour que tu ne puisses pas rentrer dans les mailles. C'est ça, donc je pense que de toute façon, c'est ça, on protège. On protège, je pense, de toute façon. J'essaie d'imaginer des cas. Oui, c'est ça, je vois ce que vous cherchez. Et donc, ça couvre tous les cas de figure. Ouais. Ce que vous disiez la dernière fois, c'est que si celui qui a acheté, il vend la terre à une autre personne, c'est toujours lui qui est responsable. Il y a eu. Si celui qui a acheté. J'achète à celui qui doit. Oui. Et ensuite, je vends ce que j'ai acheté. Ah, il y a 2 ventes. Oui. À Khazak. Alors quel est le din dans ce cas-là? Vous m'avez dit que c'était le premier acheteur qui est responsable. C'est pas le deuxième. Pourquoi, en fait? On avait dit ça? C'est vous. Ah ouais, je m'en rappelle pas. Ah ouais, on avait vu ça? Non, on l'avait pas vu. Ah, on l'avait pas vu. Hein. C'est le cas? Je m'en rappelle plus. Je vous ai dit ça? Il y a des ventes en cascade. Non, on avait posé la question. Dans les ventes en cascade? On avait posé la question. Ouais. Honnêtement, je m'en rappelle pas. Non, parce que c'est toute la logique, c'est-à-dire la personne qui est responsable, c'est celle qui a. Ah oui, ouais. Qui est. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pas demander au deuxième acquéreur. C'est ça. Moi, je suis responsable de. Ouais, oui, je comprends. Tu peux pas reporter comme ça, sinon il n'y a pas de fin.
le deuxième, le troisième, alors quoi, le cinquième, il va vérifier qui a été le premier acquéreur, enfin le premier propriétaire. Ça serait fou. Ouais, je pense que le premier a la responsabilité. Hein? Ouais, moi je pense que oui. Je pense que c'est logique. Tu peux pas donner cette responsabilité au deuxième et troisième. Quand tu achètes un terrain, tu fais pas une comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça. La liste, le pédigré à qui appartient jusqu'au propriétaire premier. En deux mots, quand j'achète le notaire. Ouais. Le notaire. Le notaire, c'est ça? Non, mais quand on achète par exemple une pharma, S'il y a des Ouais. problèmes, vous avez l'historique des acheteurs précédents. Ah, vous avez le suivi depuis jusqu'à quand? L'origine de la pharmacie? Ouais, ça peut être jusqu'à 10, 15, 20 ans. Ah ouais? Donc ils vous disent, je me suis acheté tant à temps, tant à temps, tant à temps. D'accord. Mais ils disent pas. Et est-ce que tu es responsable si jamais il y a des... Non. Bah non. Ah, Qu'est-ce qu'on s'arrête là, vous voulez? Chazak, mais si on est pile aux 2 points. Chazak ou Baruch, Bezrat Hashem, voilà, on finit.